Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette session. Donc, ne vous inquiétez pas, le titre est en anglais, mais sur l'agenda c'était en français, le talk sera en français. Je m'appelle Xavier, je bosse pour Intel à Meudon, pas loin de Paris. Je suis développeur évangéliste et j'ai deux spécialités. Une c'est Android et l'autre c'est RealSense. Donc RealSense qui est notre technologie de caméra 3D qu'on essaie d'intégrer avec les OEM dans des vrais devices qui arrivent sur le marché. Donc, je vais en parler plus en détail. Déjà, qui est un peu familier avec RealSense, qui est allé au moins voir ce que c'était sur le site? Ah, ça, vous allez aller sans filet dans les talks, c'est cool. Donc, je vais faire un petit peu toute l'explication. Il y a des petits bruits déjà. Je vais juste retirer peut-être mon badge. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc, on a une technologie de caméra 3D. Donc, Intel fait ça. On ne fait pas que des petits CPU ou des gros. Donc, on a commencé à bosser autour des caméras 3D il y a au moins 2 ans. Donc, à l'époque, ça s'appelait Perceptual Computing autour de l'initiative. Maintenant, c'est RealSense. Donc, début 2015, on a introduit 2 dev kits. Donc, pour nos caméras 3D, en fait, on a 2 types bien distincts, user-facing et rear-facing. Donc, user-facing, c'est les caméras qui sont destinées à remplacer, on va dire, les webcams dans les PC. Par exemple, dans ce PC-là, j'en ai une. Bah, ça se voit pas, hein, c'est intégré dans le bezel. Mais c'est une caméra qui est face à un utilisateur. Et donc, qui va faire office de webcam, bien sûr, mais aussi office de webcam avec toutes les infos de profondeur sur chaque pixel des images, en gros. On va voir ça un peu plus en détail. Rear facing, c'est notre type de caméra qui elle est plutôt destinée à remplacer les caméras qu'on a derrière nos smartphones ou tablettes par exemple. Donc là c'en est un exemple, c'est intégré du coup du côté world facing, donc pour capturer le monde en 3D et donc avoir toutes les infos 3D des scènes. Donc ça c'est nos dev kits, c'est des modules USB 3 qui s'achètent pour 99 €, 99 $, ça dépend. Et donc c'était les dev kits. Mais là, à l'heure actuelle, c'est déjà en train de venir sur le marché. Donc on a déjà eu des POC avec pas mal de développeurs et de boîtes de dev. Et on a déjà les premiers produits OEM qui sont sur le marché. Donc là, c'est un Asus. On a aussi des partenariats avec Lenovo, avec Dell, avec HP, tous les gros du PC. Et il y a aussi Razer qui va sortir une caméra externe. Donc on peut plugger comme une webcam. Donc même ça ne vous oblige pas à racheter tous vos PC. Donc pour cette user-facing. Pour l'arrière-facing, ça arrive un peu plus tard, mais il y a déjà un premier modèle qui est annoncé, qui est une tablette détachable de HP, qui s'appelle le Spectre X2. Donc le prix est assez élevé, si je me souviens bien, c'est aux alentours de 1000 $, mais elle a toutes les fonctionnalités donc, du dev kit rear-facing. Et donc là, les fonctionnalités, dans ce talk, on va en parler pas mal, parce que, bon, ok, des caméras 3D, c'est cool. J'ai tous mes pixels, j'ai ma depth, j'ai le Z, j'ai l'info du Z. Qu'est-ce que j'en fais ? Et donc on propose un SDK donc, qui propose de donner aux devs plus que juste les infos de dev, parce que bon, si vous n'êtes pas un spécialiste dans le processing d'image, il y a peu de chances que vous fassiez des trucs superbes avec juste une depth. Enfin, il y a moyen de faire des trucs, mais pour aller plus loin et faire des trucs sympas pour les utilisateurs, en général, il faut un petit peu plus d'aide quand même. Donc on fait un gros SDK qui à la base est fait en C++, mais on a des wrappers pour à peu près tous les langages, C#, on a une toolkit pour Unity, pour processing, etc. Et aussi une petite passerelle HTML5 qui marche en local. Et donc dans ce SDK, donc on propose non seulement l'accès aux infos de dev, puisque bon, c'est un peu le principe des caméras, mais aussi des modules qui vont apporter beaucoup plus. Donc dans ces modules, on peut voir pour la caméra user-facing, donc on fait du tracking des mains, de la reconnaissance de mouvement, du tracking de n'importe quoi qui est devant l'écran, avec les infos de profondeur toujours, de la reconnaissance vocale, ce qui n'est pas très nouveau, mais un petit peu poussé, puisqu'on peut gérer des grammaires spécifiques, ce qui est bien mieux que du free speech si on veut manipuler des interfaces. Background removal, je reviendrai dessus. Le tracking et la reconnaissance d'objets aussi, c'est en projet. Et on peut voir dans la zone entre les deux, en fait, il y a des usages qui peuvent couvrir les deux types de caméras. Par exemple, le scan d'objets, on peut le faire potentiellement avec le deux caméras, donc notre SDK le gère aussi. En projet aussi, avec la caméra externe, c'est le tracking de personnes, donc un petit peu comme le fait une Kinect, sauf que bon, une Kinect qui tient là-dedans, dans la poche.
et sans besoin d'être plugué au courant en permanence. Scene Perception, c'est le fait de générer un modèle 3D en temps réel de la scène qu'on regarde avec le téléphone ou la tablette, pour pouvoir après en faire un usage par exemple de réalité augmentée ou autre. Tout ce que je dis là, c'est sûr, il y a plein d'idées, plein de modèles qui peuvent coller à ces caméras 3D, et je vous montrerai par des exemples de ce qui a déjà été fait par d'autres devs, ce qu'on peut faire de vraiment sympa. Il y a aussi une petite partie qu'on peut faire avec la caméra world facing, c'est-à-dire la photographie améliorée. Disons qu'avec les informations de depth, de profondeur, par exemple, on peut avoir un effet de blur dans l'image qui se met au bon endroit et qui est sympa. N'importe quel effet peut gagner à utiliser ces informations de depth. Si certains d'entre vous utilisent l'application Google Camera, il y a déjà un petit peu de support de la depth, c'est-à-dire dans un mode, vous pouvez faire du blur si jamais vous prenez une photo et vous bougez un petit peu. Et en fait, ça génère une depth map de la photo, donc toutes les informations de profondeur sur tous les pixels, et après ça applique un filtre pour générer un bokeh qui soit assez réaliste. Et donc ça peut être fait en temps réel du coup avec la caméra, pas besoin d'avoir ils appellent ça de incidental motion pour générer la depth map, c'est géré directement en temps réel. Parce que du coup, pour revenir sur les technos, donc elles génèrent des informations de profondeur. Déjà c'est un peu bien de savoir comment ça marche, parce que comme ça on peut connaître un peu les limitations. Parce que bon, désolé, il y en a. c'est pas binaire, hein, c'est toujours du signal processing. Donc pour la caméra user facing, la technologie, on projette en infrarouge différents patterns spécifiques avec un laser et un jeu de miroir. Donc on va projeter une grille, puis une grille différente, 9 ou 11 patterns en permanence, et ça va donner un code. Et donc à partir de... puisqu'il y a une caméra infrarouge qui va récupérer du coup les patterns projetés sur la scène, ça va donner un code, et à partir de ce code, on arrive à trouver la profondeur de chaque pixel. Pour l'autre caméra qui est rear facing, alors je vais revenir juste sur la limitation, du coup en user facing, vu qu'on projette des lumières structurées, etc., si jamais on va en plein soleil, là l'infrarouge sera totalement invisible au niveau des patterns, puisque ça va être surexposé. Et donc ça marche pas très bien en extérieur. C'est pour ça que c'est top à être intégré dans les laptops, puisque de toute façon le laptop en extérieur c'est pas toujours génial déjà à la base. Pour la caméra rear facing, vu qu'on veut capturer le monde et que le but c'est quand même de sortir chez soi de temps en temps, on a choisi une techno qui marche un petit peu mieux en extérieur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a deux caméras infrarouges, une à gauche, une à droite, et on fait de la photogrammétrie. Donc comme avec nos yeux, c'est-à-dire qu'on a deux positions différentes, et à partir de ça, on fait de la trigo pour récupérer la profondeur. Alors, c'est pas suffisant pour que ça marche très bien d'avoir juste deux caméras. Donc, on fait aussi de la projection laser infrarouge pour générer un peu de texture sur des objets qui n'en auraient pas, par exemple. Parce qu'avec vos yeux, si vous regardez un mur blanc, où il n'y a pas vraiment de texture, et que vous avancez, vous ne savez pas vraiment à quelle distance vous êtes du mur, s'il est très grand, hein, c'est une vue de l'esprit. Donc en projetant un petit peu d'infrarouge, on va dire du bruit, ça permet de savoir un peu où vous êtes. Et donc d'avoir les infos de depth, même dans les environnements qui ne sont pas forcément super simples à appréhender. Donc voilà. Et au niveau de la portée, donc la caméra user facing, c'est assez short range, ça va être de 20 cm à 1 mètre ou 1 mètre 20, ce qui est suffisant pour la personne qui est devant le PC. Pour le rear facing, c'est de 70 cm à 3-4 mètres, c'est le sweet spot, et en intérieur en tout cas. Et après, ça marche quand même encore jusqu'à voire 10 mètres en extérieur, plutôt en extérieur quand la scène est bien illuminée avec des textures. Et tout en restant dans les form factors qui permettent d'être intégrés dans des tablettes et PC. Donc très basse conso et peu de dégagement d'énergie. Voilà, donc on va regarder un petit peu tous les modules tout ce qu'on peut faire avec le SDK. Donc pour la partie user facing, donc la caméra par exemple celle que j'ai ici, le SDK donne pas mal de choses. Le tracking des doigts, on peut traquer 22 points sur les mains. On peut reconnaître des gestes. Je vais juste montrer ce que ça rend, par exemple. Donc là, on croirait que c'est du Minority Report. Donc là, on voit le flux de profondeur. Sur le Z, il y a des niveaux de gris pour séparer. Et là, on voit ma main. Donc en temps réel, on voit les positions des 22 points sur ma main. Oui, ça marche avec les deux.
Au niveau de... On a aussi pas mal d'API aussi pour faire la reconnaissance et du tracking du visage. Donc sur le visage, on peut traquer 78 points. Donc faire tout le tracking du tour des lèvres, même un petit peu au niveau des yeux. On peut gérer un petit peu la direction des yeux. Ça se fait aussi. C'est pas hyper précis, mais c'est déjà assez bluffant par rapport au hardware qu'on a. On traque les expressions. Je vais revenir un petit peu plus sur chaque module après de toute manière. Mais donc les modalités avec la caméra user-facing, c'est les mains, le visage, la voix, et après il y a quelques usages directement avec le flux. Donc pour faire du scan 3D ou de la background segmentation. Ça, je vais revenir dessus, j'ai une petite démo aussi. Donc au niveau de l'analyse du visage, on peut faire ça. Donc le tracking, c'est du 3D en temps réel. Donc on peut avoir la direction du visage et la position sur X, Y et Z. On traque des points particuliers. Donc on peut voir un petit résumé à droite, donc toute la mâchoire, la bouche, etc. On traque aussi des expressions. Donc là, par exemple, la position des sourcils, s'ils sont relevés, baissés, froncés. Si la personne gonfle la bouche, on le traque aussi. Donc, en tant que dev, vous pouvez commencer à imaginer ce que vous pouvez faire avec ces infos. J'ai vu un mec qui a essayé de faire un petit proof of concept de piloter ses fenêtres avec ses sourcils. C'est hyper dur au bout de 5 minutes, mais bon, ça marche. On peut le faire. Et après, je vais montrer des use cases quand même plus réalistes, on va dire. Mais c'est jouable. Alors ça, c'est un soft que j'ai fait, donc qui traque le visage et qui réintègre ça dans les jeux. Donc si vous voyez, je regarde à gauche, hop, la vue cockpit va complètement à gauche. Donc même si là, c'est sur ce PC là d'ailleurs, j'aurais pu faire la démo en temps réel, mais j'ai pris la vidéo. Je conduis très mal, hein. Ça c'est un autre problème. Mais voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire. Donc j'ai remis les données du SDK directement dans un plugin qui s'appelle OpenTrack. Et OpenTrack, ça renvoie les infos de positionnement dans des jeux qui en général l'utilisent pour modifier la vue. Et on va dire que c'est un petit peu, au niveau de l'effet, c'est assez immersif. C'est un petit peu comme si vous aviez un Oculus Rift, sauf que c'est sur un écran et que vous pouvez l'utiliser plus longtemps. Et donc au bout d'un ou deux... C'est un peu déroutant au début parce que en fait le but c'est de bouger la tête mais pas de bouger les yeux en même temps. Le but c'est toujours de regarder le centre de l'écran. Et au bout d'une ou deux minutes, vraiment on s'adapte bien et c'est immersif. Et ce plugin OpenTrack, ça utilise un protocole qui s'appelle FreeTrack et c'est déjà supporté par plus de 500 jeux. Donc ça c'est un des petits usages sympas avec la caméra. Donc ça c'est pour le début. Après, avec le tracking des 78 points, on a des collègues qui ont bossé avec une boîte qui s'appelle FaceRig. Et eux du coup ils font du retargeting de tous ces points sur des modèles d'avatar. Donc là peut-être qu'avec la lumière, je sais pas si on pourrait éteindre le rendu devant pour voir un petit peu mieux. Mais donc on voit que la personne bouge la bouche, les joues, le front, etc. Et en temps réel, on a la réplique sur un avatar. Donc là, il y a les soldats, le manga, etc. Je vous ai épargné le burger, qui est très sympa. Si vous voulez vous amuser, vous allez sur YouTube, vous tapez FaceRig burger, enfin donc FaceRig chatroulette, je crois. Il y a un mec qui s'était mis en burger dans chatroulette. Bon, c'est pour passer le temps. Après, c'est un usage qu'on va penser peut-être un petit peu gimmick ou démo, mais bon, dans les jeux ça peut être sympa. Et il y a aussi des usages un peu plus pro, c'est-à-dire que pour tout ce qui est SAV ou formation, etc., où c'est important d'avoir les expressions du visage de la personne qui forme ou qui aide, sans forcément savoir qui c'est pour des questions de privacy, ça peut très bien se réintégrer là-dedans. Un autre usage au niveau de la tête, cet usage n'utilise pas directement le SDK, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Windows Hello, qui est une feature qui vient avec Windows 10. Non? Bon, je vais faire une petite démo, je lock mon écran. Et du coup, je vais pouvoir me déloguer directement en regard. Ah bah voilà, c'est fait. C'est super dur à démontrer parce que c'est très rapide. Et en plus, c'est pas un environnement simple. Déjà, je porte des lunettes, ce qui est pas cool. Après, j'ai le micro que je porte pas tous les jours et pourtant ça a bien marché. Alors vous pouvez dire, ouais, du coup, je mets une photo, hop, ça se déloque. Non, parce que ça utilise les infos de 3D, ça fait de l'infrarouge. Et d'ailleurs, vu que bon, c'est quand même une feature qui fait partie de Windows, donc c'est un truc que les gens vont regarder. En Australie, ils ont un bureau qui recense les jumeaux. Donc
ils ont pu faire un test avec des vrais jumeaux, ils les ont habillés pareil et ils ne pouvaient pas hijacker leur session. Donc ça marche. Et en plus c'est rapide. Donc voilà, c'est un usage auquel on ne penserait pas forcément directement quand on a juste ces caméras-là, mais c'est terrible. Bon, après on va passer aux mains. Puisque honnêtement, quand on a sorti cette techno, tout le monde a pensé ouais, c'est Minority Report, c'est maintenant. Bon, par rapport à la techno, au final, c'est quand on s'est rendu compte que faire ça pour manipuler une interface, c'est pas si intuitif que ça. Il manque un peu de feedback, tout ça. Mais on arrive à faire des trucs assez sympas quand même. Là, c'est une petite démo. Hop. Donc avec le tracking des mains complet, on peut déjà faire 2-3 trucs marrants. Je crois que c'est un jeu sur mobile à la base. Donc là, hop, je bouge avec la main. Bon là, s'il est pas trop loin, je vise un peu en haut. Allez, on va dire là. Hop. Bon, je suis pas si fort que ça. Ben voilà, sans les mains. Après, au niveau interface, c'est des fois un petit peu compliqué, on veut trop en faire ou pas assez. Des fois, c'est bien de se remettre sur des choses simples, par exemple juste une position ou deux, des mains en total, ça peut suffire. Pas besoin de forcément implémenter des trucs complexes avec les gestes que l'utilisateur doit découvrir et apprendre par lui-même, parce que c'est pas forcément très intuitif. Voilà, pour le coup, ça marche bien. Donc voilà ce que donne le SDK, toutes les petites positions, donc du poignet jusqu'à toutes les phalanges. Et ce sont les positions réelles, hein, c'est pas une main type qu'on mappe. Donc si vous voulez faire du fitting de gants pour vendre des gants sur internet, c'est jouable. Ouais, chacun peut trouver son marché. On a l'ouverture de main, etc. Donc, et puis un set prédéfini de gestes. Un usage assez simplifié, on va dire, du tracking complet des mains, mais très efficace, c'est juste d'utiliser la détection de blob du SDK. C'est-à-dire que le SDK va juste regarder ce qui est proche de la caméra et en faire juste un objet, et vous le renvoyez avec la position des différents points, le point le plus proche, le plus haut, etc., la distance, etc. Et donc ça donne quelque chose qui a vraiment une latence très très basse et qui marche plutôt bien. Là c'est une petite démo d'un jeu une fois de plus. Où ils ont implémenté le blob. Donc, vous voyez, il se met en surimpression. Après, c'est un genre de gameplay qu'on forcément on n'a pas trop l'habitude de voir, mais c'est marrant. Donc le jeu est en 2D, il utilise au final pas la 3D, mais ça pourrait. Et là, le but c'est d'envoyer les petits bonhommes vers l'autre côté avec sa main devant l'écran. Donc ça c'est ce qu'on peut faire un petit peu avec les mains. Donc on est encore un peu loin du Minority Report, mais on peut déjà commencer à faire des trucs sympas. Au niveau backend segmentation, si vous connaissez un petit peu Twitch, etc., vous savez que il y a des gens qui aiment bien streamer leur tête en même temps qu'ils jouent, par exemple. Et donc ça, par la webcam, grâce à l'info de profondeur, c'est très facile de détourer la personne qui est devant la webcam. Donc ça évite d'avoir un setup très cher avec un fond vert, qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc je vais juste ressortir une petite démo. Voilà. Donc là c'est mis en gris derrière. Mais bon, ça pourrait être totalement supprimé ou même remplacé par une plage ou par le bureau pour dire que je suis au bureau. Au hasard. Et ça, c'est un usage intéressant une fois de plus, par exemple, pour des questions de privacy, une fois de plus, si vous êtes dans un conf call chez vous, vous n'avez pas forcément envie que votre boss voit vos étagères chez vous, enfin, comment c'est chez vous, quoi, de manière générale. Et là, problème réglé. Et je sais plus si dans ce sample c'était implémenté comme ça, mais... Ah oui, j'aime bien cette entrée. Ça peut faire un peu dramatique quand vous arrivez en conf call. Et donc ça va arriver normalement ça va être supporté directement par Twitch. Je connais pas trop l'écosystème là, mais par les applis qui permettent de faire du broadcasting pour Twitch, ça va être supporté. Après, on va progressivement arriver, là j'ai fait pas mal d'usage de la caméra front, on va pouvoir parler de la caméra back, donc world facing, avec le scan 3D qui
colle un peu aux deux, parce qu'au final on peut déjà scanner des petits objets avec cette caméra-là. J'ai oublié de récupérer la démo, mais on est en contact avec un développeur qui par exemple lui permet de faire du petit scan 3D d'objets et après de le réintégrer dans Minecraft. Ce qui est un usage assez cool. Donc au niveau des nous on propose nous-mêmes des API pour faire du scan d'objets, de visages, de tête ou même du corps complet. Après on bosse aussi avec des éditeurs pour qui c'est vraiment le cœur de métier aussi, qui font du scan. Par exemple, il y a Itsys, donc là c'est une petite démo d'Itsys. Dites-vous que ça peut tourner sur quelque chose comme ça. Donc là on peut tourner autour de la personne et en temps réel ça fait le scan 3D. Et du coup je me suis pris au jeu, j'avais fait un scan 3D pour moi. Et ce qui est bien parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un scan 3D? Voilà, l'imprimer, c'est le premier truc qu'on fait. Bon, honnêtement, qui va se scanner et s'imprimer? Ah. Très bonne idée. Donc, voilà, je sais pas si vous reconnaissez la personne. Ouais, en plus, de toute façon, je peux le faire en direct. Hop. Voilà, par exemple, dans Arma. Voilà, voilà. Ça, normalement, c'est la démo qui tue. Voilà, vous voyez en jeu. Voilà, alors scanner quelqu'un, ça prend 1 minute. Et après, la réintégration dans les jeux, on bosse avec une boîte qui est en train d'automatiser tout ça. Et donc, il n'y a quasiment pas de config à faire. Et c'est supporté, quoi. Il n'y a pas un designer 3D spécialiste qui a refait le mesh ou quoi. C'est tout automatisé pour l'exemple là. Donc ça, on a commencé à le montrer à la Paris Games Week la semaine dernière. Ils ont scanné plus de 100 personnes sur le stand. En plus, c'est un environnement pourri, c'est un événement, donc il y a des lumières, des spots, c'est au noir, c'est pas forcément simple. Mais ils ont quand même réussi à avoir des super résultats et ça marche bien, quoi. Donc c'est en train d'arriver. Donc les premiers devices qui vont sortir sur le marché, comme la tablette HP, etc., le gèrent. Les protos qui préfigurent le futur peuvent le gérer aussi. Donc ouais, c'est maintenant. Donc le scan 3D c'est un usage. Après on peut réintroduire la 3D aussi de manière plus temps réel dans les devices. Donc en faisant des usages un petit peu réalité augmentée on va dire. Donc on appelle ça la Scene Understanding, ou plutôt Scene Perception pour le naming dans le SDK. Donc ça permet de reconstruire en temps réel ce qu'il y a devant l'appareil. Donc je vais directement passer à la petite démo. Donc, vous pouvez faire un usage réalité augmentée, c'est-à-dire que vous utilisez aussi la partie RGB, vous le remettez dans votre jeu et vous avez les informations de profondeur qui sont affichées ici par exemple, là en totalité. Donc en jeu, honnêtement, faites pas l'affichage comme ça, faites-le bien. Ça c'est ce que ça donne, directement sur la tablette. Donc vous voyez, vous pouvez intégrer des objets en réalité augmentée, mais pas comme avec la 2D habituelle, c'est-à-dire que vous avez les ombres, vous pouvez gérer les ombres de vos éléments dans la scène, donc c'est vraiment beaucoup plus criant. Attention, ah ça passe. Les objets, n'importe quel coin, comme une cafétéria super, pas forcément sexy, peut devenir sympa. Oui, alors mes collègues quand ils font un POC, ils y vont sérieusement. Bon, niveau qualité, des fois c'est un petit peu shaky, mais ça date de juin. Normalement, enfin, honnêtement, je cherche la petite bête. Ouais. Donc, au niveau du SDK, on gère en gros un volume de reconnaissance de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres et glissant. C'est-à-dire que si vous commencez là, vous pouvez continuer là-bas, etc. Progressivement, le mesh se reconstruit et ça est jouable de le faire en temps réel. Du coup, là, le mesh est utilisé tout le temps, mais pas affiché forcément, c'est beaucoup mieux. Et on arrive à des expériences comme ça.
Voilà, et c'est un truc qui est bien géré aussi, c'est l'occlusion du coup, puisqu'on sait quel objet est derrière l'autre. Avec le mesh, c'est tout naturel. On va aller encore quelques secondes. Hop. Donc il y a le tracking de la scène, on peut rajouter d'autres objets, etc. Enfin, voilà, il y a peu de limites. Donc, ouais, c'était la deuxième démo qui tue. Donc la partie photographie, du coup, j'en ai parlé un petit peu avec Google Camera. Du coup, en réutilisant les informations de depth, bon, on peut remettre plein d'effets facilement, que ce soit pour modifier la couleur, donc faire de la désaturation de tout le fond ou faire du blur. C'est assez sans limite. On est allé assez loin au niveau des API. On peut faire des effets d'édition et insérer des objets en 2D ou en 3D dans la scène. Un truc débile mais que j'aime bien, c'est les stickers. C'est-à-dire que vous pouvez prendre en photo votre scène et puis insérer une image sur un mur très facilement. Du coup, c'est donc un objet 2D, coller des affiches, faire des petits placements produits dans les images. Ce qui peut être marrant, mais bon. Enfin, les usages sont vraiment très larges là-dessus. Et après, le but, potentiellement, on pourrait même faire la même, mais en vidéo. Pour l'instant, on travaille déjà un standard pour les photos avec information de profondeur. Donc, c'est un petit partenariat entre Google et Intel, puisque Google Camera gère cette depth. Donc, on a créé le XDM, qui utilise les métadatas, comme les EXIF, que vous pouvez trouver dans les photos, pour ajouter une depth map. Et après, comme ça, au niveau dev, il suffit de gérer ce format de fichier XDM pour avoir aussi accès à la depth et faire vos effets sans forcément détruire l'image de base, etc. Donc vous pouvez même prendre des mesures dans une photo aussi. Vous pouvez prendre une photo et faire des mesures de volume et de taille. Je me suis bien amusé avec certains collègues dernièrement. Savoir si les claims étaient justifiés. Une dernière partie, elle est encore en développement, elle va arriver sous peu dans le SDK, c'est faire du tracking de personnes, donc avec la caméra world facing toujours. Donc de pouvoir les détourer comme vous l'aviez vu avec l'autre caméra, et aussi de pouvoir savoir où elles sont et dans quelle position elles sont. Et donc de traquer des parties particulières, un petit peu comme le faisait la Kinect. Et aussi de pouvoir même identifier la personne. Donc pas de manière très sécurisée, mais savoir qui est qui.